Message à caractère informatique. Message à caractère informatique. Bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode de Message à caractère informatique. C'est le 79e épisode, c'est le numéro 78 donc, et nous sommes le 6 janvier 2023. Et aujourd'hui, je suis accompagné de gens absolument merveilleux tels que David Legrand. Bonjour David. Bonjour. C'est à ce moment-là qu'il faut que je me montre, c'est ça? C'est exactement ça, et que tu expliques qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie. Alors, moi, je suis David Legrand, je suis responsable du hardware chez Clever Cloud, un peu de l'infrastructure DDC. Donc, je fais tout un tas de trucs comme ça, chez Clever Cloud, avec des serveurs plus gros d'habitude. Mais voilà. Mais ça, c'est du RISC-V. T'es censé écrire la doc aussi, non? Oui, il paraît. Il faut que je commence un jour. Mais voilà. Faut que j'apprenne à compiler à l'ancienne. Et accessoirement, on est coloc à Paris. De temps en temps, pas en ce moment, mais maintenant que les fêtes sont finies, oui, je vais pouvoir retourner à Paris pour qu'on puisse réhabiter ensemble. C'est ça. Donc, nous avons également d'invité aujourd'hui Jean-Baptiste Kempf. Bonjour Jean-Baptiste. Salut. Donc, bonjour Jean-Baptiste, qui es-tu? Monsieur le Chevalier. Monsieur le Chevalier. Je suis troller professionnel. Quand j'ai un peu de temps, je suis président de Vidéolan. Donc je fais du VLC et d'autres choses dans l'open source multimédia. Merci, bouge sa tête, on voit normalement le logo. Normalement, il y a un cône derrière moi. Ouais. Exactement. Et tu fais d'autres choses. On parlera peut-être pendant qu'on cause de tes activités autres. Ouais, c'est une bonne idée. Mais bon, j'en ai tellement des activités que... Le mec joue au squash, quoi. Non, je joue pas au squash, j'ai jamais fait ça, et je sais pas comment on fait. Construit des maisons aussi, c'est le cas. Ouais, déjà, on fait déjà plus que du squash. Hein. Donc, on passe aux news. Ouais, on passe aux news. Allez. Donc, ça fait un moment qu'on n'a pas été très présent. Premier podcast de l'année. On va essayer de retrouver une régularité. Hein. Voilà. Premier podcast de l'année. Bonne résolution. On est sur une résolution. Est-ce qu'on fait la vanne sur le fait que c'est une résolution 1080p ou pas? Non, c'est interdit, on a dit sur Twitter. Non, ça là, c'est comme bananier, pomme sautée, c'est aussi interdit, c'est une blague que, voilà. C'était pas drôle déjà la première fois, 10 ans plus tard, c'est toujours interdit. Bon, je vous propose, on commence une news bien tech, bien lourde. Calray, avec qui par ailleurs nous on bosse. Donc Calray qui construit les Coolidge DPU. Donc les DPU, c'est des trucs qu'on met entre globalement le réseau et le stockage, et de l'autre côté le CPU, pour faire simple. Calray vient de soumettre dans Linux son patch pour permettre à son architecture Coolidge de tourner Linux. Donc elle existait déjà. Par contre là, ils l'ont committé dans kernel.org. C'est bien ça? Ils l'ont committé ou il est soumitté? Il est soumitté même, pour que ça devienne une des nouvelles archives pour moi du kernel. Parce que pour ça, entre le moment où tu soumets et le moment où c'est mergé, ça peut être long. Hein. Parce que déjà, en fait, le principe d'un DPU, c'est que c'est une architecture qui est un peu spécifique. Alors, chez NVIDIA, c'est du ARM, chez Calray, c'est du Vliv, mais globalement, tu as des clusters de cœur dans lesquels tu peux faire tourner du code, mais tu peux déjà faire tourner un Linux. Ils ont un Linux qui tourne déjà sur plusieurs cœurs que tu peux faire tourner sur un cluster pour lancer tes apps. Là, de ce que j'en comprends, c'est effectivement pour qu'on puisse généraliser un peu ça. Il y a aussi la toolchain pour tout ce qui est compilation et compagnie qui est mis dans le dépôt. Donc ça devrait faciliter un peu les choses. Hein. C'est plutôt pas mal. Mais Calray avance bien, ils ont une nouvelle architecture qui arrive l'année prochaine, ou cette année un peu plus tard, maintenant en 2023. Il y a des choses intéressantes qui arrivent chez eux. Et chez nous aussi, du coup. Ouais, là en fait, ça permet vraiment de mettre des bouts, de faire tourner sur une partie des cœurs du Linux, pour faire tourner un Linux et faire des machines où il y a que des cartes Calray. Donc littéralement, la flashbox qu'on utilise doit être capable de pouvoir se faire manager en passant par un Linux qui tournerait dans un des 80 cœurs, par exemple. Déjà, de toute façon, ils ont déjà un Linux que tu peux faire tourner. Un des clusters, en général, t'en as toujours un qui tourne. Non, mais là, la grande nouveauté, c'est surtout que t'as balancé pour l'instant, la grande nouveauté, c'est surtout qu'il a été balancé en soumission, et que du coup, potentiellement, il va réellement arriver, quoi. Sur GitHub. C'est quand même très cool. Bref, donc voilà.
C'était la news hardware du jour. Seconde news très tech, Zig vient d'annoncer qu'ils ont dégagé la dernière ligne de C++ de leur implémentation de compilateur. C'est donc un langage qui est maintenant C++ free. Et ils ont remplacé ça en utilisant du WebAssembler en fait. Donc je trouve ça très cool comme façon de régler le problème. C'est assez, c'est assez élégant comme façon de régler le problème. Le post qui l'annonce est un chouïa trollesque, mais je trouvais que c'était très beau. Tout le monde voit ce que c'est que Zig. Peut-être qu'on explique ce qu'est Zig aux gens, non? Ouais, bah c'est le nouveau Rust, c'est ça? Non, je sais pas, tu en avais parlé l'année dernière, je crois, et j'avais testé, et je crois que dans la doc, alors je suis développeur du dimanche, personnellement, mais dans la doc, j'avais vu qu'il y avait à peu près 8 moyens différents de faire un print, donc du coup, je m'étais un peu perdu, mais c'était présenté par du monde comme le nouveau Rust. Ouais, en fait, c'est pas vraiment un nouveau Rust, c'est un peu à Rust ce que C est à C++. Et oula, t'es sûr de ta phrase? Ouais, en fait, c'est un très deep. On a dit que c'était l'épisode des trolls, non? Il est assez intéressant parce qu'il permet de faire du bon gros low level. Donc il est vraiment, ça permet de faire du bon gros binaire. Est-ce qu'on peut faire du multithread simplement? Oui. Ah, c'est fait pour faire du multithread. En fait, c'est vraiment fait pour faire du multithread. Ça permet de faire des jolis petits binaires bien propres, tu vois. Et c'est vraiment un langage assez intéressant dans son exécution et dans sa façon de fonctionner. Et pareil, t'as pas de runtime, enfin, tu perds pas de temps avec la RAM, etc. Donc, c'est plutôt assez intéressant comme truc. Moi, je suis assez fan parce que, contrairement à Rust, ça s'intègre assez bien avec le C, quoi. C'est-à-dire que pour compiler, en fait, du C, c'est du Zig valide. Donc, en fait, quand tu veux compiler, dépendre d'une librairie C, bah, en fait, tu includes juste l'include C classique et tu peux écrire en Zig. Mais tu as tout ce qu'il te faut sur des subarrays, la gestion des strings, la gestion des coroutines. Donc, ça fait, pour moi, 80% de ce dont tu as besoin pour le Rust. Par contre, bah, t'as pas le borrow checking et le memory model, donc c'est pas aussi bien que le Rust. Mais c'est vrai que Rust c'est un enfer intégré dans un projet C, alors que là Zig c'est trivial, quoi. Tu es en train de me dire qu'il y aura bientôt du Zig dans VLC? Moi j'ai déjà un module Zig pour VLC, effectivement. J'ai jamais souligné upstream parce que ça servait à rien, mais ouais. Tu vois, par exemple, écrire un module en Zig dans VLC, c'est littéralement trivial. Rust, ça fait 5 ans qu'on est dessus. Faut que tu prennes tous tes headers, que tu fasses des objets, etc. Alors, je vais me faire détruire par la communauté Rust, mais Rust, c'est bien pour faire du Rust, et c'est très mal pour intégrer le reste de l'écosystème, alors que Zig, c'est vraiment bien fait pour ça. Attends, je vais remonter un lien. Si tu veux, j'ai écrit un tuto sur comment faire du Rust. Je suis d'accord avec toi. Et en plus, là, les mecs de Zig, ils font un autre de mes trucs qui est vraiment que j'adore, c'est-à-dire faire du WebAssembly, quoi. Ouais, mais c'est très WebAssembly comme ça. Donc tu vas l'utiliser pour VLC.js. Non, pour VLC.js, j'ai fait une démo d'ailleurs le mois dernier, et d'abord il n'y a pas de JS, c'est que du WebAssembly. Et c'est moi qui fais les noms. C'est tout à fait, c'est moi qui ai choisi le nom. Mais en fait, les gens qui font du web, ils sont pas tous au courant qu'il y a WebAssembly, donc le JS c'est plus clair pour eux, quoi. En plus, donc là, je vous ai mis du coup un lien. Il y a Google qui a écrit tout un bouquin qu'ils appellent Comprehensive Rust pour apprendre à coder en Rust. Donc vous savez, Google, c'est la fameuse boîte dans laquelle officiellement on fait pas de Rust, mais ils t'écrivent quand même un bouquin pour former les développeurs au Rust, tu vois. Et donc du coup, ils ont fait ils vous proposent un 4 jours pour faire du Rust, sachant que le D4 c'est du Android spécifique pour faire du Android spécifique Rust. Donc j'ai trouvé que c'était pas trop mal foutu leur truc pour commencer Rust. Il y a pas mal de bonnes docs sur Rust. Il y a Kanoa chez nous qui a publié
qui a publié un papier intéressant enfin, une série de papiers intéressants sur Rust aussi, qu'on peut retrouver sur Non, mais son fil Twitter. je suis pas du tout anti-Rust. Moi, je lance un projet dont on parlera dans les prochains mois où c'est quasiment que du Rust. C'est juste que l'intégration C ou Rust et Rust C, c'est infernal, quoi. Donc le Rust c'est super bien si t'as tout qui est en Rust, mais c'est pas toujours le cas pour tout le monde, quoi. C'est lafor.ge, enfin Laforge avec un point, le blog d'Akanoa. Et effectivement, il a écrit beaucoup en 2022 là, il a écrit énormément de billets sur du Rust. Et vraiment, enfin, c'est des billets en français pour ceux qui veulent. C'est très clair, c'est bien construit. Il a écrit également tout comment utiliser Biscuit. Enfin, moi j'aime beaucoup l'écriture d'Akanoa au lieu de fait qu'il. C'est quoi Biscuit? Biscuit, c'est notre token d'autorisation. Ça on l'a déjà. Je vous renverrai au bon endroit dans lequel on en a parlé. Et pourquoi ça s'appelle Biscuit? Parce que c'est meilleur qu'un macaron et un cookie. Et puis ça permettait d'avoir un nom de domaine qui s'appelait Biscuit Security, biscuitsec.org, ce qui était quand même vraiment bien. Voilà. C'est triste quand même les blagues de développeurs parfois. Ouais, c'est quand même. Et pour reprendre ce que tu disais sur l'intégration, je vous ai mis un petit lien vers un truc avec lequel j'ai pas mal joué moi ces derniers temps qui s'appelle NAPI RS, qui permet de faire des modules Node en Rust. Et en pourquoi fait, est-ce qu'on peut mettre un peu de .NET avec tant qu'à faire, tu vois. T'as pas un truc aussi pour faire un module en Fortran mais basé sur du Rust, tu sais pas, t'as pas un autre produit comme ça ou... Bah mais en fait le truc c'est que des fois ton Node t'as besoin de le faire déjà non. avec... déjà non. Non, VLC en Node. Alors des fois nous on en fait et puis attendez, faut que je jette un call. Mais donc déjà nous parfois on en fait, mais surtout. Mais volontairement ou pas? Ouais, on fait ça par plaisir. Je crois que la CLI chez nous se base sur Node. Ouais. Non mais je juge pas. Et puis nos clients en font aussi. Et puis Node, en fait, c'est utilisé par plein de gens. Et des fois, tu as besoin genre de parler avec une base de données. Et ton driver existe en Rust, mais il est. Tu le fais en C alors. Tu le fais en C alors. Ouais, mais tu vois, t'as besoin de faire du multithread parce que t'es dans un contexte avec une event loop et tout, donc t'es bien en Rust. Ou alors t'as besoin de parler à du hardware, parce que tu sais, t'as des gens qui font du Node. Ou de gérer ta RAM comme il faut. Ou t'as juste un truc qui a besoin de beaucoup de perf sur et du coup bah en fait t'es vachement heureux d'avoir en fait un langage avec plein de perf, voilà. Okay. Donc du coup enfin tu vois t'as une possibilité d'avoir un truc à plein de perf et tu le lances. Là par exemple moi je m'en suis servi, on est en train de refaire le driver Node de Pulsar avec le driver Rust. Et du coup, c'est cool parce que je lance Tokyo. Donc déjà, c'est drôle parce que mon process Node a Watt 1000, tu vois, thread. Donc c'est cool, ça fait du Node multithread. Et surtout, ce qui est cool, c'est que la façon dont mon API fonctionne, au-delà du fait que l'API est globalement agréable à utiliser, tu as une intégration native de toutes les sérialisations vers TypeScript, ce qui fait que ça te crée tes structures TypeScript pour faire ta discussion entre TypeScript et ton Rust. Ça te fait tes targets de compile, ça te génère un gros GitHub Action qui fait la compile multi-architecture, multi-OS du truc, qui du coup te permet de générer tous tes binaires et pousser les binaires directement chez NPM pour permettre à un développeur Node qui aurait pas envie de s'installer une toolchain Rust pour utiliser le truc, tu vois, d'être assez efficace. Donc tu vois, c'est pas si mal. Et tu peux pas le faire en PHP aussi ou pour intégrer du PHP avec du Rust ou du PHP avec du Node? Tu peux tout faire. Non mais en fait, je suis un peu étonné parce que il y a quelques années, on avait des trucs, comment ça s'appelait c'était des générateurs en Perl qui généraient les bindings pour tous les langages.
Et c'était un truc, c'est comme ça qu'on a fait les bindings pour VLC. Et j'ai l'impression qu'on est en train de redévelopper ça et de redécouvrir qu'on peut faire ça, mais un langage par un langage, quoi. Ouais, je pense surtout que ce qui se passe, c'est que en fait, des fois, t'as des modèles où ça devient intéressant de faire. Et du coup, c'est cool, tu vois. Ok. Et t'as fait un truc là-dessus? T'as utilisé? Là, ouais, moi, je suis en train de binder Pulsar en Rust et c'est assez nice. Hein. C'est vraiment assez nice. C'est quoi Pulsar? Pulsar, c'est notre topic as a system, topic as a service. C'est par ailleurs un projet open source et c'est hyper cool. C'est Kafka on steroids si vous préférez. J'ai donné pas mal de talks là-dessus, je peux vous mettre des liens si vous voulez. Mais le projet que je code est sur GitHub, donc je code ça quand j'ai 2 minutes et comme vous le savez, j'ai pas souvent 2 minutes. Mais franchement, j'ai trouvé que le niveau d'intégration d'Alib était très bien. Et surtout, j'ai trouvé que le tooling autour était incroyable et je voulais le citer comme exemple de ce qu'il faut faire. Et de la doc? Je vais faire un outil pour développeurs. Et la doc est trop bien aussi. Non, je dis ça parce que je croyais que David devait faire de la doc pour toi. Tu m'auras pas. Un jour, je t'aurai. Mais du coup, si, il y a du zéro copy data interaction aussi dans ce truc-là qui est vraiment génial parce que tu peux utiliser les type arrays et les buffers de Node et genre partager la RAM entre le Rust et le Node. Et ça, c'est vraiment... Et ça marche comment? Tu sais comment ça marche ou pas? Ouais, ça utilise l'API native C++ de Node. En fait, les gens qui ont fait ça ont directement été là-dedans. Et du coup, c'est assez drôle dans la doc parce que des fois, ils disent, bon, là, en fait, la meilleure doc, c'est d'aller lire la ref C++. Ils te filent le lien de la ref C++ directement de la fonction que tu utilises. Mais franchement, c'est hyper clean. Et tu vois, imagine un truc où tu as une librairie genre de deep learning qui fonctionne hyper bien, qui est en Rust, et il y en a quand même un paquet maintenant, et tu veux la coller dans un truc où tu fais du Node, et ben en fait, tu fais ça et t'avances de façon seamless là-dessus, quoi. Franchement, j'ai trouvé ça très cool. Je suis hyper hypé par ce projet. Il y a 2 choses qui te hype en ce moment? Ah ouais, il y a plein de trucs qui me hype en ce moment. J'ai essayé de les mettre dans les liens. Qu'est-ce qui me hype? C'est PHP 8.2, c'est ça? Fondation. Non, c'est me hype à fond en ce moment, c'est Fondation. PHP 8.2, mais écoute, c'est la prochaine news, David. Vas-y, parle-nous de PHP 8.2. Vas-y, il y a quoi dans PHP 8.2 est disponible, le changelog est sur le site. Vous pouvez aller vous faire plaisir. Non, tu veux parler des nouveautés de PHP 8.2, mais je suis pas développeur, mais je joue avec des CPU, tu vois. Donc, ouais. Alors, moi, j'ai écrit beaucoup de PHP dans ma vie. Mais genre. Qu'est-ce que t'aimes dans PHP 8.2? Rien, parce que je savais même pas que c'était sorti, tu vois, moi j'étais encore mais c'est vrai que moi j'étais assez impressionné par les gens de PHP parce que ils ont réussi, contrairement à pas mal d'autres, donc ils ont fait PHP 5 et voilà, ils se sont fait complètement troller par Facebook avec HHVM et tout ça, qui allait qui explosait la perf qu'ils avaient. Ils ont commencé PHP 6 qui était une merde sans nom. Et puis ils s'en sont rendus compte et ils ont été capables de quasiment rebootstrapper, tu vois, de annuler et de sortir un PHP 7 qui avait vraiment des bonnes perfs, de moderniser le langage. T'as toujours du vieux truc, quoi. Mais tu peux faire du PHP moderne qui soit vraiment bien. Et quand on voit ce qu'il y a, le caca qu'a fait Perl avec Perl 5, vs Perl 6, ou pas mal de communautés qui partent dans une mauvaise direction et qui sont pas capables de s'arrêter, moi je trouve que franchement ils ont on parle pas même pas du langage, ils ont une gestion de communauté qui est assez folle, quoi. Et ils ont réussi à super bon, quoi. Ils ont réussi à durer, à se renouveler. Enfin, moi, je faisais du PHP quand j'étais ado, quoi. Tu vois, et j'ai 40 ans, donc c'est avoir cette durabilité-là et être capable de résister, quoi qu'on pense du langage. Et chacun a toujours des avis tranchés sur ces sujets, mais en vrai, non, mais surtout en fait, en soi, c'est une réussite. Blagues à part, ils ont quand même un langage qui marche bien. Et ils ont réussi à récupérer des perfs, alors que tu vois ce que tu reprochais, c'était les perfs, quoi. Et enfin tu vois, là, je crois qu'il y a Debian qui a enfin dégagé le dernier bout de Python 2 dans ses trucs. Putain, la transition Python 2, Python 3,
je sais pas si on peut dire autre chose que calamiteux, quoi. Enfin, c'est absolument catastrophique. Et ils ont quand même réussi à le faire plutôt bien, plutôt rapidement. Tu vois, ils sont revenus en arrière. Python 3, c'est sorti quoi, il y a 10 ans? Ils ont mis 10 ans. Et encore. C'est des problématiques que tu as aussi sur des langages comme C++, où tu as des évolutions du langage qui sont au final très peu utilisées. Enfin, tu vois, Ouais, bah, par exemple, le C, c'est de la merde, quoi. Tout ce qui a été fait après C99, y a rien, quoi. Alors, il faudrait les petites lunettes bleues de Jean-Pierre Coff quand tu dis ça, tu vois. Parce ouais, que c'est tu clair. dis souvent quand même, tu vois. Ouais, mais en même temps, c'est vrai. Jean-Pierre Coff, toujours. Ouais, mais alors que tu regardes de l'autre côté, les mecs de C++, bah, on peut ne pas être d'accord, mais ils ont galéré un petit peu avec C++ 11, puis 14, puis 17, mais il y a quand même pas mal de trucs qui sont arrivés en 20, il y a quand même pas mal de trucs qui arrivent en 23, ils arrivent à faire évoluer leur langage. Le programme commit ici, ils sont incapables de faire évoluer leur langage. T'as toujours pas une façon propre de faire des coroutines, t'as toujours pas de façon propre et standardisée de faire des strings qui soit autre chose que de faire des failles de sécurité. Donc résultat, tu fais du ASP.NET après-tout. Donc j'aime bien et je serais le premier à troller sur PHP, mais c'est vrai que moi je trouve qu'au niveau communauté, ils ont réussi à faire des choses bien. Ouais, je trouve que la version 8, elle est impressionnante. Elle est très très impressionnante. Par contre, c'est vrai, moi, il me manque des vrais gros projets en PHP, quoi. Des bons exemples. Et ça, c'est vrai que, tu vois, c'est un peu comme des gros projets en Java, j'en ai pas beaucoup. Hein. Bon, si, il y a plein de gros projets en Java. Non, mais des biens, je veux dire. Si on peut t'en citer des biens en ce cas-là. Tu vois, justement, c'est bien en ça Java, quoi. beaucoup. Warp10, c'est un super projet en pur Java. Ouais, des trucs avec des abstract factory, of abstract factory, avec des JUnit partout, et puis on fait des classes partout juste pour pouvoir tester. Non, Warp10, c'est pas écrit comme ça. C'est bien écrit. C'est assez pragmatique comme archi. Tu vois, Zookeeper, c'est très très pragmatique dans l'approche et ça marche hyper bien. Non, il y a des beaux projets en Java. Mais si tu veux, tu vas venir avec nous à Devox pour en parler. Non, mais je suis assez allergique à la communauté Java, je dois avouer. Pour moi, c'est vraiment... Ouais, tu vois. On arrive, on fait 38 classes et 38 niveaux d'héritage avant de faire le moindre truc, quoi. Non, mais ça, c'est les mauvaises choses qui se sont produites dans les mauvaises parties de J2E. En fait, souvent, il y a eu des choses dans le Java Enterprise, un peu Enterprise-y machin, il y a eu des trucs pas terribles. Mais aujourd'hui, tu prends Java 17, Java 18, c'est du code propre. C'est du code qui a des fonctions de premier ordre, des lambda. T'as plein de choses qui ont été étendues dans le langage qui te permettent de virer beaucoup de boilerplate. J'aime beaucoup le Java récent. Le Java récent est assez agréable à utiliser. Et après, il y a des projets qui ont été architecturés dans une grande complexité avec une grosse dépendance à XML, mais c'était il y a 15 ans, ça. Tu veux dire Kafka? Kafka, il y a pas que du Java, il y a beaucoup de Scala dans Kafka. Je connais pas très bien la base de code de Kafka, donc j'ai pas envie de la critiquer ou de l'améliorer, mais tu vois, des projets comme Pulsar, le code est assez propre, quoi. Enfin, c'est assez clean, c'est assez pragmatique. Tu charges pas 18 classes pour le moindre truc. Moi, je trouve que ça se lit bien. Enfin, je suis pas, voilà, je suis plutôt assez positif sur la façon dont ça fonctionne. Et je pense que c'est, je pense que ça fonctionne bien et que c'est assez agréable à utiliser. Enfin, voilà, c'est mon avis. Après, moi, je fais beaucoup de .NET, si vous voulez. Ça m'étonne pas de toi. On a toujours su que tu étais un développeur Windows. Entre autres. Mais tu vois, par exemple, blagues à part, je trouve que ce qui a été fait sur .NET et en général et tout l'équivalent, le passage en open source, la fondation, le fait que ça tourne bien sous Linux, l'intégration avec Mono, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus impressionnant que ce qui se passe en Java, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont bien redressé la barre par rapport à une époque. En vrai, mais... Bon, donc PHP 8.2, on fait un projet bientôt 8.2, c'est ça? 8.2.1, parce qu'il y a une version qui est sortie le 5 janvier en 8.2. Genre hier, quoi. Genre hier, oui. C'est un security fix. Oui, parce qu'il y a une version de la 8.0 qui est sortie aussi. Donc, effectivement, security fix. Bon, et on a d'autres nouvelles de langage?
Non, par contre, j'ai des nouvelles de sécurité. Si vous utilisez CircleCI, ils ont fait un statut update disant genre tous ceux qui avaient des secrets stockés dans CircleCI, vous devez tous les déléter, les rotate parce que tout a été, enfin, il y a une potentielle breach de la totalité des secrets. Et si on les stockait dans l'espace, ça se passe comment? Quoi? Si on les stockait dans l'espace, les secrets, ça se passe comment? Enfin, rude, quoi, tu vois, genre, vraiment rude. J'aimerais pas être à leur place. Clairement. Les gens ne passent pas. Vraiment très rude. Et l'autre truc, c'est que Slack s'est fait taper tous ses repos privés pendant les vacances. Ouais, j'ai vu avec un compte de service, ouais. Ouais. Donc ça n'a pas l'air d'être une breach autre, mais c'est compte de service, quoi. Ouais. A priori, ils disent qu'aucune clé secrète n'a été stockée, machin, tout ça, mais ils se sont fait taper tout leur code. Alors que le meilleur moyen de pas se faire taper et leaker ses secrets, c'est de pas en avoir. Tu veux dire que t'as rien à cacher, c'est ça? Ouais, bah tu sais, c'est comme le moment où on a demandé de faire la GDPR pour Vidéolan. Bah, c'était facile, hein. Franchement, qu'est-ce que vous stockez comme données utilisateur? Bah aucune. C'est D'accord. comme sur Next Impact, pendant longtemps, on a des lecteurs qui nous demandaient pourquoi on n'avait pas de bandeau cookie sur Next Impact. Ah bah on l'a tout le temps, hein, ce truc-là. Pas besoin. Ah non, là on reçoit régulièrement des demandes de délétion. Veuillez déléter toutes mes données que vous avez sur moi. Et tu sais, ils donnent leur numéro de téléphone et leur email. Je sais, mais j'ai jamais eu ni ton numéro de téléphone ni ton email. Ouais. Ouais, écoute, en sécu, ouais, nous on a eu des failles de sécurité. On a une faille de sécurité là sur la dernière release sur la 3.0.16. On a dû faire une release de sécurité juste avant les vacances parce qu'on a eu une petite faille de sécu sur le module VNC, parce que dans VLC il y a un module VNC. Qui fait quoi? Qui fait quoi? Tu vois le VNC là pour oui, non, mais tu peux. En fait, il fait client VNC du coup. Ouais. Okay. Bah ouais, parce qu'en fait dans VLC c'est con, mais bah t'as de l'audio, t'as des vidéos et puis t'as le support des claviers souris parce que t'en as besoin pour les menus DVD. Et donc bah finalement rajouter un client VNC, bah, c'était pas très dur. Hein. Oui, bah c'est comme les thèmes Winamp quoi. Tu vois, c'est. Alors ça, je crois que il y avait encore moins de gens qui savent que les thèmes Winamp dans VLC. Quoi. Je t'ai proposé une fois, je crois, de faire une espèce de liste de toutes les fonctionnalités cachées de VLC. Putain, faudrait faire ça, ouais. Mais issu du code, quoi, tu vois, pour voir vraiment tout ce qu'il y a, parce qu'il y a vraiment plein de trucs, en fait, que tu peux faire avec VLC où les gens s'en rendent pas compte. Tu vois, juste aller chercher des vidéos YouTube, par exemple, je pense qu'il y a plein de gens qui savent pas que tu peux coller un lien YouTube dans VLC et aller chercher la vidéo comme ça, ou la lire comme ça, ou la récupérer, enfin voilà, tu plein de choses. Ma feature préférée, je dois avouer, c'est le puzzle. Hein. Attends, ça fait beaucoup trop de features dont j'ai jamais entendu parler. Donc, tu peux lire les vidéos YouTube dans VLC. Oui, tu colles tu peux placer les pubs, du coup. Ouais. Bah oui, bien sûr. Du coup. Trop bien. Alors, c'est pas bien, il faut respecter les modèles économiques des gens. Je tiens à préciser. Mais il y a pas que YouTube, il y a Vimeo, ouais. Il y a le seul truc que moi j'ai toujours trouvé dommage, c'est que tu peux pas choisir la qualité Si tu peux, bien sûr, c'est dans les préférences avancées. Bim. Okay, d'accord. Ah ben, je croyais que tu pouvais pas, tu vois, mais bah documente-toi. Alors, où est la doc de VLC qui détaille ça, s'il te plaît? Alors, bon, de base, dans ton cul, et sinon, en fait, on a eu des étudiants payés par Google dans Google Summer of Doc, dans Seasons of Doc. Maintenant, il y a une doc à peu près correcte de VLC. On peut peut-être faire ça, Quentin. Et donc, ouais, t'as plein de sites web en fait que tu peux mettre l'URL direct et ça lit dans VLC. En fait, c'est un navigateur web, mais qui va graber que ce qu'il faut, quoi. Donc, t'as ça. Il y a effectivement les thèmes Winamp. T'as effectivement les thèmes Winamp, donc tu peux prendre les points WSX et WS. C'est quoi? Z, je crois. Je sais plus du tout. Ouais, je crois que c'est les WSZ et VLC est capable de te les trouver et de t'afficher, de t'aimer ça. Qu'est-ce qu'on a dit? Le puzzle. Vas-y. Les puzzles, c'est en fait, c'est pas mal utile si ta copine ou ton copain aime bien les films français bien chiants, quoi. Donc tu tapes 8 heures de panorama où il se passe rien. En fait, tu peux l'activer. C'est là qu'on parle d'Avatar, c'est ça? Non. Par exemple.
Alors, ouais, moi, comme je suis pas du tout d'accord avec toi, je suis un grand fan d'Avatar. Voilà, donc j'avais vraiment apprécié, mais bon, ça, je peux comprendre qu'on n'ait pas envie. Mais ouais, Mais j'avais déjà vu Pocahontas, donc. Oui, mais là, t'as pas gentil. Pocahontas en 3D. On t'a dit que Ah c'était en oui, 3D. alors tu Puis les veux bleus. vraiment mon avis sur les films en 3D? Bah écoute, non mais alors pour être dans la transparence avec tout le monde, j'ai été voir Avatar hier soir, donc Deux. oui, le Avatar Avatar 2, oui, que j'ai été le voir, donc je ne me Mais c'est souvenais pas du 1, bon ça ne m'a pas Avatar dérangé 3 pour Abyss, comprendre non? le 2. Et du coup le 2, d'un pur point de vue technique, gestion des fluides et du sable et tout, c'est incroyable. C'est vraiment très impressionnant là-dessus. Il y a vraiment des très jolies créatures. Ce serait dommage d'attendre qu'ils sortent en VOD. C'est vraiment un truc qui est fait pour être vu en 3D au cinéma, en grand écran. Il y a quand même une partie non négligeable du film où tu as l'impression d'être dans un documentaire animalier sur une planète imaginaire, mais sinon, why not? Ils nous ont fait des sortes de baleines qui sautent dans l'eau, tout ça, c'est très bien. Il y a une scène qui ressemble à Sauver Willy, vous avez tout ce qu'il vous faut. Mais Et du coup, voilà. Après, Ça me fait penser, des fois, je vais voir des films avec ma femme et je sais pas comment lui dire que le film n'était pas génial et je lui dis non, mais ils ont un très bel algorithme d'eau. Tu vois? Tu vois? Point positif, l'algorithme d'eau est pas mal. En vrai, dans pas mal de jeux, c'est moins bien, quoi. Tu vois? c'est pas gentil. j'ai personnellement des réserves au niveau du scénario, c'est-à-dire que j'ai l'impression que le scénario a été écrit à une autre époque, tu vois. Mais Mais il y a un scénario au moins. Mais il a été écrit à l'époque d'Avatar 1, c'est pour ça, tu vois, qui déjà réutilisait Pocahontas, Ouais. donc si tu veux. j'ai envie de te dire, enfin, il y a un petit côté genre vive la masculinité toxique qui est un tout petit peu compliqué quand même dans ce scénar, mais Ah ouais, à ce point-là. ouais, et puis pour que moi ça me dérange, tu vois, parce que je peux être assez coulant sur ce genre de truc en disant je respecte la volonté de chacun de faire des œuvres, tu vois. Tu respectes le droit de chacun à être des crétins? Ouais, c'est ça, je décide que, enfin, tu vois, t'as le droit, c'est ton œuvre, c'est tes budgets, tu fais ta vie, enfin, je m'en fous. Mais pour moi, ça me dérange, je t'assure que c'était un peu lourdingue quand même. Voilà. Bon, comment on est dérivé sur Avatar? Quoi? Comment on a dérivé sur Avatar déjà? Sur les films Je sais longs plus. et chiants, Ah que oui, en réalité, donc voilà. tu pouvais Et faire donc, un puzzle. Exactement. Et en fait, le truc le plus rigolo sur cette histoire de puzzle, qui est vraiment une feature, donc c'est un prof de maths français qui a codé ça pour montrer ce que c'était les courbes bayésiennes à ses élèves. Et il a codé ça dans VLC et c'était assez propre, donc on l'a intégré dans VLC. Voilà, tu vois, tranquille. Et mais on savait que personne n'utilisait. Et puis, je crois, il y a quelques années, j'ai eu un mec qui m'a dit mais tu sais, c'est vachement bien, mais le problème, c'est que c'est trop facile. Je dis, comment ça, c'est trop facile? Bah ouais, 16 x 16, ça fait 256 tiles, et en fait, c'est trop facile à faire. Donc voilà, est-ce que tu peux augmenter? Donc j'ai fait un commit qui passait de, je crois, à, je sais pas, 256 x 256, et le mec m'a remercié. Alors que vraiment, tu dis que c'est vraiment Mon fils de 5 ans mon fils de 5 ans fait des puzzles de 1000 pièces, quoi, tu vois, donc... En 2 heures? Bon, 3 heures dans Avatar? Peut-être pas non plus, il prend son temps quand même, mais... Tu vois, c'est que, bref. Donc voilà, une autre fonctionnalité à la con de VLC. Mais il y en a plein, et en fait, même sur, tu vois, je pense que juste sur le truc de base, hein, le fait que VLC est à la fois quelque chose qui permet de compresser et décompresser des vidéos, je pense qu'il y a plein de gens qui le savent même pas. Ouais, mais si en tu fait, veux. c'est que l'UI, elle est vraiment difficile, en fait. Voire complètement pourrie sur plein de sujets. C'est-à-dire que. Et c'est là que VLC 4 arrive. Ouais, c'est ça, bien sûr. En fait, l'UI de VLC, elle est très bien, parce que justement, elle est hyper simple. C'est-à-dire que, bah, soit ça marche pas. Mais pour toutes les fonctionnalités avancées, en fait, il y a énormément de travail d'UI, on n'en a jamais fait. En tout cas, sur la version desktop. Mais c'est sûr, tu pourrais faire un OBS basé sur VLC. Tu pourrais faire un grabbing de desktop, du streaming. Tu peux faire tout ce que fait Handbrake, mais il n'y a pas l'UI, quoi. C'est ça. Il faudrait une doc et des tutos, quoi. Ah, mais donc t'écris la doc, c'est ça? Et on peut, Clevercloud peut peut-être te faire une prestation. Je sais pas. est-ce qu'on peut demander à une IA d'écrire la doc pour nous, hein? Tu peux. ChatGPT fait pour ça. Tu vois, ChatGPT, écris-moi la doc de VLC. Je suis sûr que ça marche.
Essaye. Bah, il faut que j'essaye, ouais. Carrément. La transition est parfaite. Ouais, carrément, tu voulais qu'on parle de ChatGPT. Bah, je pense que, tu vois, ça fait partie des news, quoi. Tu vois, il s'est passé un truc dans la tech. Je pense que tout le monde a joué, tu vois, dans la tech, tu vois. Moi, le truc qui me dérange le plus avec ChatGPT, c'est même pas lié à ChatGPT. C'est-à-dire que je trouve que les sujets comme ChatGPT, ils révèlent un truc de la tech. C'est que tout le monde parle beaucoup de sujets qu'il comprend pas, notamment les sites d'actu, et qu'on se retrouve avec des espèces de bulles d'informations complètement délirantes qui t'inventent que ChatGPT c'est le nouveau Google ou que ça va remplacer tous les développeurs. Que ça va remplacer tous les développeurs, ouais, effectivement, sans aucun recul, juste parce que ça fait du clic. Enfin, c'est mon prisme d'ancien journaliste qui me fait dire ça, mais enfin, c'est un directeur de rédaction, mais globalement, moi, je trouve que ces sujets-là, qui sont pour moi, il y a un vrai côté groundbreaking dans ChatGPT, et on pourra en parler après, mais en vrai, c'est vraiment des choses qui révèlent à quel point les gens qui parlent de la tech et qui sont censés expliquer la tech au grand public, ils pigent rien, quoi. Enfin, moi, c'est un truc qui me choque toujours plus maintenant que j'y suis plus. C'est vraiment effarant parfois. Sachant que c'est pire que ça. C'est que toi, tu reparles des journalistes, mais si jamais t'étais un peu sur LinkedIn, influenceurs, blogueurs, whatever. Et les investisseurs, putain, les VC, mais ils sont, enfin, tu vois, c'est quand même censé, les mecs qui sont censés investir du pognon dans les trucs de demain. Et franchement, si t'es sur un peu, ils sont tous sur LinkedIn parce que c'est là où ils passent leur journée. Et franchement, il y a des fois, tu vois, ils veulent faire du générative AI, etc. Ils n'ont aucune idée de ce que ça veut dire. Ils te disent, oh là là, il y a une disruption mondiale. Mais alors qu'il y aurait vraiment des vrais enjeux à expliquer qu'est-ce qu'il y a derrière ChatGPT, c'est comment maintenant on arrive à faire ça. Mais tu vois, par exemple, il y a une actu qui est ressortie un peu plus tard que les premiers sujets sur ChatGPT, c'est combien coûte de faire tourner ChatGPT au quotidien. Les gens se rendent pas compte, mais c'est des millions de dollars. Faire tourner ça, enfin la moindre requête, ça consomme une énergie, ça consomme l'entraînement des moteurs qu'il y a derrière ChatGPT, c'est des choses énormes. Enfin c'est des milliards de paramètres à faire tourner. Enfin il faut des milliers de GPU pour réussir à entraîner ces trucs-là, et on se rend pas compte, et on en joue comme si c'était juste une page web sur laquelle on lance des trucs et ça répond, quoi. Alors effectivement c'est ça en pratique, mais ça met quoi en service derrière. C'est des choses qui sont, enfin, on se rend pas compte, et je trouve qu'on explique mal ces enjeux-là par rapport à la tech et à ce qu'elle change. Accessoirement, on oublie aussi beaucoup que ChatGPT a fait que digérer le web, mais si le web n'existait pas, si quelqu'un avait pas rempli ces textes, tu vois, on s'est par exemple étonné que ChatGPT réussisse à donner la vraie recette de la carbonara. Oui, mais en fait, c'est parce qu'elle est quelque part. C'est laquelle? Tu vas pas t'inventer, si tu veux. C'est laquelle? C'est celle où il y a la crème, ou celle sans la crème. Ça. Non, la recette qu'il génère est vraiment bonne. Et en vrai, je trouve qu'il arrive, enfin, il a digéré le web d'une manière où il arrive quand même à te sortir des résultats pertinents avec une forme écrite qui est supérieure à beaucoup de choses qu'on peut lire parfois. Mais ça ne fait que répéter, d'une certaine manière. Donc, voilà. Ouais, ça fait que répéter, puis surtout, ça comprend pas la logique de quoi ça parle. Je trouve que tu le vois pertinemment. Moi, je sais qu'il y a tous les non-tech que je connais qui m'ont dit, tu te rends compte, je lui ai demandé de m'écrire du code, il m'a écrit du code. Et tu sais, t'es là. Ouais, mais genre... Copilot aussi le fait, hein. Ouais, c'est ça. Ouais, mais c'est surtout que Copilot, il t'écrit du code qui compile. Le code que t'écris de ChatGPT, il compile pas, tu sais. Et du coup, t'as tous les devs qui sont là, genre, oui, très bien, il a écrit du code, ça compile pas. C'est-à-dire que il sait pas de quoi il cause, donc en fait, il t'a juste mis des mots les uns derrière les autres. Ouais, mais ça, de toute façon, c'est du code. C'est aussi vrai pour des développeurs. Il y a plein de développeurs, ils savent pas de quoi ils causent. Et moi, j'ai réagi. Au moins, ça compile, tu vois. Moi, ils savent qu'il faut le passer dans un compilo, tu vois. Moi, j'avais réagi sur un autre sujet autour de ChatGPT qui va te parler enfin, qui va nous parler spécifiquement à toi et moi, Quentin. C'est quelqu'un qui avait demandé à ChatGPT de lui générer un programme de minceur, quoi, tu vois. Mais Quentin, on a tendance à perdre beaucoup de poids en ce moment. Voilà. Et en fait, on a fait les comptes avant l'émission. On a perdu le poids de JB. C'est ça. Le poids perdu par David et moi cumulé, c'est le poids de JB. Ouais, moi depuis le mois de mars, plus depuis le mois d'août, mais pas depuis le mois de mars total. Ouais, c'est ça. Moi depuis le mois de mai.
C'est ça. C'est pas mal, hein. Et du coup, en fait, ChatGPT te sort un truc où il te dit qu'est-ce qu'il faut que tu consommes en calories, sur quoi il faut que tu fasses attention. Enfin, il prend vraiment des conseils que tu pourrais lire sur des sites de nutrition, et c'est bien expliqué. Il y a des choses qui sont... Enfin, il est même capable de générer des formules pour t'expliquer comment calculer ton IMC ou des choses comme ça. Et en vrai, le truc est pertinent. Mais il y a une espèce de froideur dans l'analyse du truc qui fait que jamais un nutritionniste dirait ça comme ça, en fait, si tu veux. Et c'est pareil, à un moment donné, moi j'avais dit, je crois, dans le tweet que j'avais fait sur le sujet, c'est il se protège comme les influenceurs YouTube, tu vois, ça, il dit attention, ceci n'est pas un conseil de nutritionniste, faites-vous suivre par un médecin. Enfin, tu vois, il va jusqu'à répéter ça parce qu'en fait, à chaque fois, c'est quelque chose qui est marqué pour se défausser. Et en vrai, quand tu lis l'analyse, elle est pertinente, les chiffres qui te sont donnés sont vrais, et c'est vraiment des choses que tu peux lire partout ailleurs, mais le machin serait capable de te dire, mais mange 200 calories par jour, tu vas vite perdre du poids, si tu veux. Parce qu'en fait, tu n'auras pas l'intelligence de se dire, à un moment donné, tu décèdes, quoi, tu vois. Donc, enfin, tu décèdes non, mais ça peut poser des problèmes pratiques de manger que 200 calories par jour. Et donc, c'est ça, la limite du truc. 200 calories par jour, je pense que tu peux décéder, si. Peut-être, ouais. Je sais pas, je vais pas tester. Mais par contre, en vrai, moi, ce que je trouve d'impressionnant, c'est à quel point la technologie avance vite et à quel point, de modèle en modèle, on va toujours plus loin. Et je pense qu'on se rend encore pas compte de à quel point l'IA va vraiment... C'est impossible de dire l'IA va révolutionner le monde. Il y a encore Panos Panay chez AMD au CES qui a dit que l'IA allait révolutionner l'usage de nos PC. C'est vraiment impensif. Mais je pense qu'on se rend vraiment pas compte de à quel point l'IA va changer les choses, et tellement on s'en rend pas compte que quand on le dit, je pense que même ceux qui disent ça n'arrivent pas à comprendre à quel point ça va changer les choses sur plein de sujets, et à quel point l'IA va nous assister. Maintenant, je trouve que quand on dit ça, la plupart du temps, on s'emballe vite, et on s'emballe pour peu de choses, ou alors sans forcément comprendre. Je pense que si on passait plus de temps à expliquer qu'est-ce qu'il y a de révolutionnaire dans les modèles tels que ChatGPT, où on en est des différentes étapes, quelles sont les limites de ce genre de choses aussi, et vers où on va vraiment à 5, 10, 30 ans, je pense qu'on ferait... Ça serait mieux pour la tech, et peut-être pour les VC qui investiraient peut-être un peu plus intelligemment parfois, hein, je suis d'accord. Alors, bon, aussi... après, l'intelligence des VC, parfois, pas que sur les GDIA, il y a un sujet. Sur ChatGPT, il y a aussi quand même le fait que moi j'ai vu quelques trucs. En fait, c'est juste du blabla, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a aussi, comme ça répète des choses qui existent, et qu'il y a quand même beaucoup de blabla sur les internets, ça peut sortir un peu de blabla. Et ça me fait penser à informations souvent. Par définition, c'est du blabla. C'est-à-dire que non, mais ChatGPT ne fait que de la génération de texte, donc il ne s'intéresse pas au fond. Oui, mais sauf il ne s'intéresse qu'à la forme. Oui, mais sauf qu'il peut te donner par exemple des recettes de cuisine, parce que la moyenne des recettes de cuisine est utile, quoi. Mais tu peux aussi avoir du full bullshit, et j'ai vu notamment sur des mecs qui te montraient des trucs générés par ChatGPT, et quand tu lis en fait et que tu fais le résumé, il y a rien. Et ça m'a fait tellement penser tu sais, dans Fondation, à un moment, Harry Seldon, en fait, il leur donne des lettres à ouvrir tous les 300 ans, et en fait, à un moment, il se rend compte que la dernière lettre, il y a rien. Tu sais, il le passe dans un moteur de résumé automatique, et le résultat, c'est rien, c'est vide. Le mec a parlé juste pour ne rien dire. Et il y a des fois, en fait, ça me faisait un peu penser à ça en disant, bah ouais, mais c'est bien, mais il faut aussi que ce soit utile, quoi. Et ça l'est pas toujours. Il y a un petit côté intéressant aussi, ça peut donner une espèce de résultat de qu'est-ce que l'espèce de consensus d'internet sur un sujet. Il y a un petit côté, c'est Wikipédia, on dit souvent Wikipédia, c'est une espèce de consensus sur un sujet pour t'expliquer tel ou tel. Enfin, voilà. Wikipédia a des règles de sourcing. Oui. Non, mais on est d'accord. Alors que ChatGPT n'a pas de règles. N'en a pas. Je suis d'accord. Il y a des vraies différences entre les deux, mais si tu veux, ça peut sortir facilement une espèce de consensus de ce qui existe sur Internet sur un sujet. En tout cas, dans ce qui a été entraîné. Mais là-dessus, je trouve que c'est intéressant, et ça peut mener à des usages intéressants des modèles qu'on peut générer à la ChatGPT sur la recherche de consensus. Moi, ce que je vois surtout, c'est que ces modèles génératifs de textes, si on les utilisait avec uniquement des textes de grande qualité, pourraient devenir des assistants d'écrivains incroyables qui permettraient peut-être à des journalistes en ligne, par exemple, de moins mal écrire, et que ça pourrait être une révolution splendide pour écrire des choses belles et de qualité, alors qu'il y a tellement de gens qui écrivent que... Non, mais tu sais, il y a déjà des modèles qui servent à écrire des articles de manière automatique dans l'écosystème financier, par exemple, sur tous les résumés de résultats... dans tout ce qui est résultats d'élections et compagnie, ça pourrait, par exemple, permettre d'avoir des résultats, des textes qui sont un peu moins
robotique, quoi. Voilà. Donc je pense qu'il y a vraiment des évolutions là-dessus. Après, vers quel usage ça mènera, de toute façon, c'est toujours compliqué de le savoir. L'avenir est toujours différent de ce qu'on imagine, mais sinon on aurait des voitures volantes. Mais enfin, même si techniquement on commence à en avoir. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a un vrai truc sur le sujet. Mais moi, en fait, ce qui me gêne dans ce genre d'évolution, c'est ça, c'est que en fait le sujet est tellement pris par tout le monde pour en raconter n'importe quoi que il devient barbant, quoi. C'est-à-dire que quand j'entends parler de ChatGPT, j'ai tendance à souffler d'avance parce que je sais que je vais entendre des âneries et voilà. Donc, c'est dommage, je trouve, parce qu'on pourrait vraiment se passionner pour ce genre de sujet si on en parlait En fait, plus intelligemment. je trouve que le plus dommage sur la limite de ChatGPT, c'est que c'était une excellente occasion de faire une discussion cohérente sur expliquer aux gens ce que c'est que l'AI et surtout dans le cas présent le machine learning et comment ça marche en dessous. Et tout le monde était là sur ces breakthroughs, le truc est intelligent, était là genre non, au contraire, il est bête, il te prouve qu'il est bête, qu'il ne sera jamais créatif, qu'il ne sera jamais source d'inspiration, et que fondamentalement, il sera toujours conservateur. Et donc, fondamentalement, ce truc-là est stupide. Et tu ne peux pas en faire autre chose qu'un truc stupide. Et si Oui, je mais trouve déjà, le terme d'intelligence artificielle, de manière générale, de toute façon, est un vrai problème, parce qu'il faut croire qu'il y a de l'intelligence, alors que c'est pas le cas. c'est ça. Ouais, mais sauf que si tu veux récupérer de l'argent dans un VC, c'est utile, quoi. D'accord, oui. On est d'accord. C'est toi qui fais des boîtes dans lesquelles on met des VC. Moi, C'est vrai. Bientôt. Et tu penses pas que je pourrais remplacer un VC avec de l'intelligence artificielle? Non, mais par contre, tu pourrais demander à ChatGPT de te faire un pitch qui séduit tous les VC de la Terre. Ah putain, franchement, vu le nombre de pitch deck qui existent de la plupart des startups, mais tu sais, tellement moyen. Entre les modèles qui savent te générer des images et les modèles qui savent te générer du texte, je pense que tu peux faire des pitch decks complets par des IA, quoi. Tu vois, il y a un truc. Allez, vas-y. À mon avis. Et tu penses pas qu'on fait une startup le SWOT, tu vois? Tu veux qu'on monte un projet de start-up dont qui génère des pitchs, qui génère des pitchs, va prendre de l'argent et montre sa réussite grâce à l'IA, alors qu'en fait il y avait rien derrière. Tu vois. Non, tu fais ça as a service pour les autres startups qui n'arrivent pas à monter des pitchs. Ouais. Grâce à l'IA et ChatGPT, il y a un truc à faire. Diffusion. Définitivement. Enfin, ceci on déconne, mais OpenAI, qui est derrière. Ça vaut combien? ChatGPT. Et qui a également fait Wall-E. Je ne sais pas si vous avez vu passer Wall-E, l'intelligence artificielle artistique, qui permet de générer des images, là, qui est assez impressionnante aussi. Hein. Et dont les applications directes, notamment par des équipes marketing, sont assez évidentes. J'ai trouvé ça très... Attention aux droits d'auteur. Même pour les textes, hein, ça a posé des vraies questions. C'est-à-dire que comme tu réutilises des textes existants, quelle est la limite de droits d'auteur sur des choses qui sont où des IA créent des œuvres basées sur des œuvres existantes. Ça va sur ce sujet-là, ça va lancer des débats qui vont être durs mais passionnants à suivre. T'as le sujet là. On aurait pu faire venir Guillaume pour parler de ce sujet-là. On peut faire un sur Copilot avec lui sur le sujet, mais il y a plein de gens de l'open source qui sont furieux contre Copilot à cause de ça. Ouais, c'est ça. Mais il y a aussi des gens en closed source parce que Copilot a été entraîné sur la totalité des repos et pas seulement les publics. En tant que c'est ça. Non, mais c'est magique. Les mecs d'avoir fait ça. Les mecs Microsoft, ils ont entraîné Copilot sur tous les repos. Et du coup, le machin leak du code privé, y compris avec des failles, quand tu demandes à Copilot gentiment dans le bon sens. Et du coup, t'es là, mais qu'est-ce que vous avez foutu? Vous avez quand même entraîné ça sur tout le set, y compris le privé? Zéro problème, on n'en a rien à branler, des punks. Et tu sais, j'avais non, vous avez pas fait ça. Mais tu vois, une entreprise privée qui utiliserait des images générées par des IA pour son marketing, par exemple, si ça réutilise des morceaux d'œuvres ou des inspirations d'œuvres d'artistes, est-ce que les artistes seront pas fondés à venir attaquer ça? Je sais pas. Hein. En vrai, je trouve que ça va être un sujet intéressant et ça soulève des sujets sur qui va être propriétaire des textes générés par les IA. Tu sais, on avait le fameux procès de la photo prise par un singe. Je pense qu'on aura des sujets liés à l'IA qui feront de cette nature-là assez vite, si on n'en a pas déjà. Donc, si notre super pitch deck autogénéré par IA, il permet de lever des fonds, est-ce que tu récupères une partie des fonds? Alors moi, je récupère sur 30% tout le temps. Tu me connais. Non, je suis plus journaliste, je peux récupérer l'argent. Ouais. Ah bah d'accord, ça commence comme ça et ça finit chez Apple. Hein.
Donc du coup, quand même, je disais, donc OpenAI. Donc OpenAI, pour ceux qui ne savent pas, ça a été backé par tout le monde au début. Elon Musk, Reid Hoffman, Sam Altman, Microsoft. Enfin, il y a eu beaucoup d'argent mis dans OpenAI. Et en quoi c'est open? Tout ce qu'ils font est open source ou pas? Absolument rien n'est open source. D'accord. Donc c'est comme l'open internet par Orange, quoi. C'est ça, c'est ce qui me fait marrer. Le truc s'appelle OpenAI et en fait, pour finir, ils font les modèles sont pas open ils font pas du tout en open source. Il y a un peu d'open source, mais voilà. Du coup, c'est pas la République démocratique et populaire de Corée, quoi. C'est ça, de Chine. Mais en fait, le truc le truc, c'est que par exemple, toutes les intégrations ChatGPT que vous verrez, parce que là, il y a plein de gens qui vont faire des intégrations ChatGPT, en fait, ça passe par les serveurs d'OpenAI. Parce qu'en fait, le modèle ChatGPT, enfin, le modèle GPT-3, en fait, n'existe que chez OpenAI. Ça coûte des reins à faire tourner. J'ai plus les chiffres en tête, mais... Et ça coûte une métaburne à faire tourner. Et d'ailleurs, ils sont en train de parler de lever de l'argent. Et donc, leur précédente valorisation, c'était 14 milliards. Et là, avec le lancement de ChatGPT, c'est une valorisation qui devrait tourner à 29 milliards de dollars, qui est filée sur OpenAI, qui fait donc toujours pas d'argent, mais qui lève bien. Mais ce qui est intéressant dans ce modèle aussi, et là c'est mon Prism Hardware qui va parler, mais tu vois, dans la dernière génération de processeurs graphiques d'NVIDIA, ils ont mis en place des accélérateurs spécifiques pour les modèles qu'on appelle transformers, qui sont des modèles à énormément de paramètres, pour être capable d'entraîner ces modèles justement, plutôt que de prendre des mois, tu mets des semaines, voire des jours. Ça va aussi avoir des implications sur le hardware et sur ce qu'on fait à ce niveau-là. Et c'est pareil, ces modèles-là coûtent énormément cher à entraîner pour le moment, mais dans 5 ans, tu vois, on double la puissance de calcul, on fait x10 sur certaines accélérations spécifiques à chaque génération qui sort tous les ans, tous les 2 ans. J'ai vraiment hâte d'être dans 5 à 10 ans pour voir où est-ce qu'on en sera. Et je dis, comme je disais tout à l'heure, je pense qu'on se rend pas compte de où on en sera dans 5 à 10 ans. De toute façon, je pense que, tu vois, il y a quelques années, juste faire de la reconnaissance vocale, ça nous apparaissait comme quelque chose de compliqué. Alors que maintenant, on utilise ça au quotidien de manière assez naturelle. Tu vois, mon fils, qui a 5 ans, il a 5 ans, il sait pas lire, il utilise plus des interfaces vocales, notamment pour ça, tu vois, pour se lire des histoires, des choses comme ça. Il a un petit assistant vocal que je lui laisse, qui peut contrôler assez facilement. Et c'est des usages qu'on n'imaginait pas forcément il y a 5-10 ans. Où est-ce qu'on en sera dans 5-10 ans? Je pense que ça sera... Mais est-ce que la complexité des modèles, elle va pas augmenter autant? Oui, mais on sait les traiter de plus en plus. Alors après, je veux pas jouer mon solutionniste technologique, hein, mais ce qu'on sait faire maintenant avec des GPU, ou même des puces spécifiques, on avait... Enfin, tu vois, entraîner des modèles avec des milliards de paramètres, je te dis, juste sur la génération précédente chez Nvidia, il y a des choses qui prenaient des mois à entraîner. Maintenant, on a divisé le temps de manière assez drastique. Et en une génération. Une génération, c'est 2 ans. Donc, où est-ce qu'on en sera dans 4-5 générations? Je sais pas, mais j'ai hâte de savoir. Voilà. Même si après, il faudra bien entendu rendre ça sustainable. Ce que je dis, pour l'instant, les modèles tels qu'on les fait tourner, c'est une gabegie énergétique. On parle de sustainability, c'est ça maintenant? Pour l'IA ou pas encore? Non, c'est le sujet suivant, parce qu'on a plein de sujets encore. Ah ouais? Mais si tu veux parler IA sustainable et très utile, on peut parler d'Apple Sing maintenant. Apple Sing, c'est quoi? Apple Sing, c'est Apple qui te permet d'effacer les paroles de la musique pour faire du karaoké depuis n'importe quelle musique. Le défi sur ce genre de choses étant pas technologique. C'est comment techniquement, c'est assez facile quand même, techniquement. C'est comment t'autorises les ayants droit comment t'arrives à ce que les ayants droit t'autorisent à modifier toute leur musique. C'est à mon avis ça qui est le défi chez Apple pendant longtemps. Et ils viennent de le lancer, Apple Sing, et en fait c'est la dernière version karaoké. Et donc en fait, ils te permettent de changer le volume uniquement de la personne qui fait les paroles, et par ailleurs, ils ont synchronisé les paroles exactement pour les faire, pour te le faire karaoké. Mais c'est pas eux qui l'ont fait, c'est Music Match, non? Pour les paroles. Les paroles, ils les avaient déjà, hein. Mais en fait, ils les achètent à Music Match.
Ok. Tu sais, c'est ce que j'adore, moi, chez les GAFAM, à chaque fois, ils te disent, on fait tout, tu vois. La réalité, c'est qu'en général, en fait, c'est toujours un assemblage de plein de boîtes, et ils ont des sous-traitants. Et ça, c'est la grande spécialité, après, quand tu parles avec les gros Français, qui sont en fait des nains dans cet écosystème-là, ils te disent, mais nous, on va faire comme Google, on va tout faire. Et t'es là, genre, mais Google, ils font pas tout, Apple, ils font pas tout, qu'est-ce que vous croyez? C'est juste qu'ils font des très jolies intégrations, mais en vrai, ils font pas tout. Alors, parfois, ils ont pas de problème à sous-traiter. Ils savent quand même remonter la chaîne de valeur, tu vois. Typiquement, on parlait des puces, des TPU, par exemple chez Google, où ils se mettent à faire de plus en plus de hardware eux-mêmes. Tu vois, ils savent remonter la chaîne de valeur quand ils y voient un intérêt. Mais oui, il y a plein de choses qu'ils sous-traitent parce qu'ils n'ont pas intérêt à les faire eux-mêmes. Mais ils font des choix très pragmatiques sur ces sujets. Tu veux dire pragmatique qui rapporte de l'argent? C'est pareil que c'est leur but. On peut pas tous être libristes, hein. Il y a des libristes qui font de l'argent. L'open source de droite, hein, mais ça existe. Hein. Oui, mais c'est plus du logiciel libre, alors ça compte pas. Tu vois. Est-ce qu'on peut faire du logiciel libre et travailler avec des GAFAM? Je sais pas. Je sais pas, je te propose d'en parler une autre fois parce qu'on en a 4 heures pour discuter de ça. Je peux peut-être faire un news sur le CES à la limite pour cette semaine, vu que c'est tout frais encore. Mais vas-y, fais ta news pour le CES. Vu que non, moi c'était surtout pour évoquer un peu les nouveautés du CES, le fameux salon de l'automobile de la tech, comme chaque année. Alors c'est toujours pareil, le CES c'est un salon où c'est un peu la foire commerciale, il y a toujours plein de choses à voir et rien à voir en même temps. Moi les choses qui m'ont marqué, c'est surtout les nouvelles architectures CPU et GPU qui ont été annoncées. Hein. On a eu Ada Lovelace qui continue à être déployé par Nvidia et ça va plaire à notre ami JV, parce que maintenant on a de la compression AV1 hardware dans les GPU. Et comme je disais tout à l'heure, moi j'ai pu tester la 4070 Ti qui a une carte qui fait les performances d'une 3090 qui était vendue 1500 € à son lancement. Elle est proposée pour la moitié du prix. Elle consomme moins. Et combien de watts? Elle consomme moins. Elle a annoncé 285 watts, moi, sur une machine bien dotée. Je crois que la machine complète consomme 350-400 watts à peu près en moyenne, mais la machine complète, quand tout tourne et que tu es en jeu 4K et que ça tourne vite, tu consommais 150 watts de plus avec la génération précédente. Donc, et t'as le même niveau de performance. Donc, on en revient toujours à ça, c'est-à-dire que moi je sais que pour avoir longtemps testé du matériel, quand tu lis les analyses des lecteurs, ils ont toujours tendance à se dire ouais, mais bon, c'est un peu trop cher, je préférais que ça soit un peu plus économe, le ventilo est un peu gros. Mais en vrai, on se rend pas compte de quel point on arrive de génération en génération sur des périodes de 1 à 2 ans à avoir des performances qui sont doublées ou de la consommation qui est divisée par 2 de manière assez régulière, quoi. Donc c'est vrai que ces puces-là sont vraiment intéressantes. En plus, ils ont doublé le nombre de moteurs de compression NVENC dedans. Donc tu vas plus vite déjà de base quand tu fais de la compression. Et en plus, tu gères la V1. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ils ont annoncé aussi pas mal de choses sur le mobile. AMD, Nvidia, Intel ont aussi fait des annonces de nouvelles puces mobiles. Chez AMD, il y a une puce Zen 4 qui est annoncée en mobile. Ce qui est assez marrant d'ailleurs, c'est qu'ils se sont comparés au M1 Pro. Ils sont pas comparés à Intel, ils sont comparés beaucoup au M1. Par contre, ils sont comparés sur le terrain des performances, pas sur celui de la consommation, de manière c'est prévisible, mais ça sera intéressant de voir un peu x86 essayer de revenir sur ce terrain-là. Et on voit quand même pas mal de choses intéressantes sur les nouvelles architectures qui arrivent, mais ça va prendre encore du temps pour qu'ils rattrapent le retard de perf par watt qu'on a vu chez Apple avec les M1, M2, même si Apple va devoir continuer un petit peu à déployer ces choses-là. On parlait d'IA tout à l'heure, il y a Nvidia aussi qui a fait des démonstrations de ces solutions Maxine, qui sont des solutions pour vidéoconférence, où ils ont déjà fait des démonstrations d'outils où tu peux par exemple animer un avatar qui te ressemble. En fait, tu prends une photo, tu fais croire que tu parles en temps réel, alors qu'en fait t'es en pyjama dans ton canapé. Ils ont déjà fait des choses comme ça. Et là, leur dernière démo, c'est une démo qu'ils appellent iFocus, je crois,
où en fait où tu fais semblant de pas regarder et tu regardes. En fait, tu vois, typiquement, là, moi, je regarde pas vraiment la caméra parce que je vous regarde vous, en fait, dans l'écran. Et en fait, ils arrivent à redresser ton visage et ta vue pour donner l'impression que tu regardes l'écran face cam, de manière assez impressionnante. C'est pareil, il y a une vidéo, on mettra. Là, par exemple, moi, je suis en pyjama dans mon canapé. Je voulais pas. C'est pour de vrai. Mais on voit pas le bas, en fait, on sait pas. Mais effectivement, ils arrivent à faire des choses. Et je pense que la visioconférence c'est un des secteurs qui va se faire le plus révolutionner par l'IA à court terme. On a beaucoup vu l'amélioration du son avec l'annulation de l'écho et compagnie, ce genre de choses. Mais je pense que sur la vidéo, c'est-à-dire la capacité qu'on avait sur les démos Nvidia que j'ai vu ces dernières années, il y avait tout un travail sur comment on arrive à reconstituer une image avec très peu de bande passante, par exemple. C'est-à-dire t'as une bande passante ou une situation réseau chaotique. C'est comment on prend le peu d'informations qu'on arrive à transférer, à reconstituer une image de qualité et à donner l'impression qu'on est en HD ou en 4K à l'autre bout de la chaîne, alors qu'en fait on utilise très très peu de bande passante. Tu vois, on parle beaucoup par exemple de la consommation de bande passante des usages de streaming. C'est à quel point on arrive par exemple à réduire la bande passante utilisée, mais à recomposer les images à l'arrivée. Qui est des choses qu'on fait déjà avec DLSS dans le jeu vidéo, ce genre de choses. Je pense que il y a des voies intéressantes et Nvidia publie beaucoup de documents et de démos qui montrent des avancées sympas sur le sujet. Voilà, c'était à peu près tout. Il y a aussi QNAP qui a annoncé un ASFull Flash avec du E1.S, qui est les nouveaux formats de SSD, et j'ai vraiment hâte de voir les nouveaux formats de SSD arriver dans les data centers. On n'en a pas encore chez Clever, mais ça va arriver là, sur les prochaines générations. J'aimerais bien pouvoir en tester et écrire un peu sur ce qu'on pourra faire. Est-ce que tu as vu des papiers au CES sur les oreillers connectés? Il y a eu des papiers sur les oreillers connectés, mais c'est à la fois ce qui est impressionnant et ce qui est dramatique sur le CES, c'est que tu peux y voir des choses qui sont vraiment, tu peux y découvrir des techs dingues, tu peux y rencontrer des gens qui sont absolument fantastiques, mais comme tu peux voir toutes les pires conneries de la tech au même endroit. Voilà. Donc c'est le meilleur ou le pire, c'est à toi de choisir quand tu y vas. Moi j'ai fait quelques années là-bas, c'est assez impressionnant. On y voit des voitures depuis plus de 10 ans, donc les gens qui t'expliquent que c'est le nouveau sang de l'automobile se trompent un peu. Mais c'est un salon intéressant. En tout cas, il y a des belles rencontres à y faire. Et moi, ce qui me faisait toujours rire quand j'étais journaliste, c'est qu'on allait souvent rencontrer la French Tech au CES parce qu'on n'était pas foutu de la rencontrer en France, parce que la French Tech se préoccupe plus souvent de ces papiers dans TechCrunch que dans les médias français. Et donc on allait aux États-Unis pour rencontrer des boîtes françaises, et en vrai ça se passait bien quand on discutait avec eux, mais on a du mal des fois à les rencontrer en France. Donc voilà, c'est aller voir aussi vos écosystèmes locaux des deux côtés. C'est bien, et sans vous avoir besoin de salons ou du Viatech ou de CES ou ce genre de choses. C'est rencontrez-vous, discutez, faites connaître la tech, c'est important. Du coup, en guise de conclusion de cette première partie de podcast, ce que je vous propose, c'est j'ai eu le plaisir d'être invité dans Réenchanter Internet, toute chose digitale par ailleurs, où on parle de souveraineté technologique. Donc voilà, plus de 1000 liens. Et on fait quand même une musique de l'épisode, ou on fait pas de musique de l'épisode? Je sais pas, tu peux mettre la bande-annonce, la bande originale d'Avatar 2. Ne soyez pas toxique avec les gens, c'est mal. Vraiment. Soyez heureux. Tu es quelqu'un de méchant. Il paraît que je suis horrible. Mais je fais ça avec le sourire, alors ça passe bien. Écoute, si je vais vous proposer un truc, si vous voulez, en musique. C'est une artiste, elle a fait qu'un seul titre. Compliqué de la trouver. J'ai bien aimé, c'est de l'électro très sympa pour bosser. Ça s'appelle Take Me to the Bridge, d'une artiste qui s'appelle Vera. Et moi j'ai bien aimé ce truc-là. Donc, ça a été réalisé dans les années 80. On n'en a jamais réentendu parler. Et pour danser, très très cool. Voilà.